La vie d'après, attention départ, samedi 15h20 sur France 3. Le 25 mai, nous allons élire nos eurodéputés. L'Europe, mal aimée, mal comprise, souvent décriée. Pourtant, elle participe à des réalisations concrètes sans qu'on le sache vraiment. Que fait l'Europe? Que nous apporte-t-elle à nous, francs-comtois? L'Europe au quotidien, c'est le thème de La Voix est libre d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de La Voix est libre pour une émission consacrée à l'Europe, à moins d'un mois des élections européennes. 4 invités pour débattre durant 40 minutes. Tout d'abord, Pierre Magnin-Fézot. Il est vice-président du Conseil régional de Franche-Comté. Il est chargé des finances et des fonds européens. Face à lui, Sylvain Marmier, agriculteur à Frasnes, dans le Haut-Doubs. C'est l'ancien président européen des jeunes agriculteurs. Julien Péat est directeur, lui, de la Maison de l'Europe, située à Besançon. Et puis, nous recevons également Hendrik Naar, jeune Allemand qui fait ses études actuellement à Besançon, des études politiques, et tout cela grâce au programme Erasmus. Alors, messieurs, l'Europe bénéficie d'une très mauvaise image de marque, les sondages le disent. 60% des Français en ont une opinion négative. Pierre Magnin-Fézot, comment vous expliquez ce rejet d'Europe ? Ce rejet de l'Europe, je pourrais l'expliquer donc à deux niveaux. Premier niveau, tout d'abord, c'est pour dire, donc avant de poser la question qu'est-ce que nous apporte l'Europe, c'est de dire qu'est-ce que nous apportons, nous, à l'Europe. Et je pense que tous les citoyens européens ont une part de responsabilité dans cette faible notoriété de l'Europe, qui aujourd'hui porte l'idéal visionnaire de Victor Hugo, qui aujourd'hui rappelle les convictions des pères fondateurs, qui aujourd'hui montre donc que dans la Constitution européenne, il y a des valeurs de tolérance, de démocratie. Mais tout ça, c'est le passé, presque. Mais tout ça, ça fait figure de passé. Or, c'est un passé, ou plutôt, donc je dirais que rien n'est jamais acquis. Hein, et que l'Europe, eh bien, donc, elle doit être portée, et que nous ne le faisons pas suffisamment. Et quand vous dites nous politiques français? Eh bien, je dis nous politiques, mais je dis également les médias. Aujourd'hui, c'est très bien. Mais j'ai bien fait de venir. Aujourd'hui, c'est très bien. Il y a une émission, mais c'est vrai que trop rarement, donc, eh bien, nous prenons le temps de parler de l'Europe ensemble. Sylvain Marmier, pourquoi ce rejet de l'Europe? Est-ce que vous posez la question vis-à-vis des pays des agriculteurs? Oui. Je pense qu'il faut aller chercher dans le monde agricole des raisons sociologiques certainement, mais je ne vais pas étaler ça aujourd'hui là parce que je ne suis pas expert dans le domaine. Ce que je voudrais dire pour autant, c'est qu'autant le monde agricole, le monde paysan, avec tout ce qui ça connote derrière comme rôle territorial, c'est ce qu'il doit à l'Europe en matière de développement, en matière de modernisation, de subventions. Puisqu'on est devenu, en 60 ans, la plus grosse puissance économique agroalimentaire et agricole du monde, avec une vraie force économique. L'agriculture européenne. Pour autant, je pense que les agriculteurs qui n'ont pas toujours aimé l'Europe, au sens de la soutenir, on a bien vu sur le traité de Maastricht qu'ils ont voté à 70% Alors, le traité constitutionnel européen de 2005, oui. Voilà. On sent qu'il y a une vraie réticence à soutenir l'Europe, en tout cas dans sa construction. Et je pense que c'est un peu ce qui dénote la difficulté et le « je t'aime moi non plus » entre les paysans et l'Europe depuis des années. Et ça tient, à mon avis, à 3 éléments principaux que je résume. 1, l'aspect extrêmement contraignant et technocratique de l'Europe qui, à travers la PAC, nous impose des choses très administratives et très contraintes. La deuxième chose, à mon avis, tient au côté très libéral que l'Europe a mis en place depuis un certain nombre d'années, en libéralisant les marchés agricoles et en cassant les filets de sécurité, ce qui a créé énormément de malaise sur les marchés agricoles et qui a contraint au niveau économique les exploitations agricoles. Et puis la troisième chose, de toute évidence, c'est qu'on a construit l'Europe, en tout cas on a construit l'union monétaire, mais on n'a pas construit de politique économique commune. Et financière. Et donc, on a des distorsions de concurrence entre les pays qui sont inacceptables aujourd'hui. Julien Péat, vous, comme je disais, vous êtes directeur de la Maison de l'Europe. Quand à l'extérieur, vous rencontrez des gens et vous dites vous êtes directeur de la Maison de l'Europe, on vous regarde comment?
Alors, on sert malheureusement parfois un petit peu de punching ball, quand bien même nous ne sommes ni des élus ni des fonctionnaires européens, puisque la Maison de l'Europe, c'est un centre d'information à visée qui est financé par plusieurs citoyennes, collectivités. par certaines collectivités franc-comtoises et par l'Union européenne. Il y a plusieurs paramètres. D'abord, quand vous donnez le chiffre de 60%, il faut bien comprendre que le chiffre s'est inversé depuis une petite dizaine d'années, que la crise, évidemment, est passée par là. Il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est que finalement, la baisse de participation aux élections européennes ou pas européennes, c'est un fait. C'est un fait en France, on l'a vu pendant les municipales, et c'est un fait dans d'autres pays, voire sur d'autres continents. Donc en fait, il y a une forme de défiance vis-à-vis des élites, vis-à-vis de ceux qui nous représentent et des élus. Quelle est leur marge de manœuvre, quelle est leur capacité réelle à changer le quotidien et à la prise sur le court terme. Et puis, concernant la construction européenne, la confiance dans la construction européenne a toujours été fonction de la prospérité économique. Si on regarde les chiffres des baromètres de chômage... En termes de chiffres du chômage, par exemple, moyen chômage, plus on a confiance. On va fêter la semaine prochaine le 10e anniversaire de l'arrivée de certains pays d'Europe centrale et orientale. Il y a 10 ans, ça s'est fait dans une liesse complète. Les autres paramètres, c'est que l'Union européenne, finalement, a fait beaucoup de déceptions. Beaucoup d'espoirs déçus, parce qu'avec la crise économique et financière, on s'est tourné vers l'Union européenne comme une forme de dernier rempart. Et là, malheureusement, elle n'avait ni les outils, ni les compétences pour le faire. Et puis enfin, si vous me permettez, une forme de schizophrénie de la part des gouvernements et de nos élus, qui finalement vont toujours considérer que Bruxelles, alors Bruxelles, on ne sait pas ce que c'est l'OPNI, l'objet politique non identifié posé au-dessus de nos têtes, mais au final, ça reste, l'Union européenne est une organisation intergouvernementale, et on ne rappellera jamais assez le poids du Conseil européen, du Conseil des ministres face au Parlement. On en parlera du fonctionnement. Henrik, racontez-nous, est-ce que vous, en tant que jeune Allemand, vous êtes eurosceptique ou vous êtes européen convaincu? Moi, personnellement, je suis européen convaincu. Et moi, j'ai du mal de parler sur ce thème-là, parce que je crois qu'en France, l'eurosceptisme est encore beaucoup plus grand qu'en Allemagne. Là, je n'ai pas des chiffres, mais voilà, et là, on voit peut-être le niveau économique du chômage, etc. C'est-à-dire que vous pensez qu'en Allemagne ça va mieux, et comme dit Julien Péa, donc les Allemands ont plus confiance en l'Europe. Peut-être c'est ça, ouais. En fait, j'ai pas des chiffres et tout, mais voilà, ça va bien avec. Et voilà, moi personnellement, je suis convaincu européen, mais voilà, bien sûr, en Allemagne aussi, il y a les sceptiques qui deviennent plus forts, voilà, dans les dernières 5 années, je dirais. Et vous, là, actuellement, vous êtes étudiant à Besançon, vous êtes jeune, vous êtes dans le milieu étudiant. Est-ce que vous sentez que les jeunes, qu'ils soient français ou allemands ou d'autres nationalités, sont plutôt pro-européens ou pas? Les jeunes avec lesquels je suis en contact ici sont plutôt ouverts pour l'Europe. Mais voilà, comme je suis étudiant international, je suis en contact avec des jeunes des autres pays, des Français qui sont ouverts pour faire connaissance avec les internationaux. Donc là, je crois que je suis en contact avec un milieu qui est plutôt positif. C'est pas représentatif de l'ensemble des jeunes. Les jeunes que je connais ici ne sont pas représentatifs. Voilà, exactement. Pierre Magnin-Fézeau, souvent les politiques français utilisent l'Europe comme bouc émissaire. On entend toujours c'est la faute à Bruxelles, jamais c'est grâce à. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la faute donc de tous les citoyens qui ne portent pas suffisamment. Non, je ne parle pas des citoyens, je parle des politiques. Mais moi j'intègre les politiques dans l'ensemble. Avec un peu plus de responsabilité quand même quand on est politique. Effectivement. Et tout à l'heure, Julien Péa l'a bien souligné, l'Europe c'est Bruxelles, c'est Strasbourg, mais ce sont aussi 28 chefs d'État, 28 chefs de gouvernement, des ministres des 28 États membres qui prennent les décisions. Et donc la responsabilité des politiques, elle incombe également aux responsables nationaux. Il faut bien le rappeler. Alors justement, le dimanche 25 mai, je le disais en commençant cette émission, nous, électeurs français, nous allons voter pour élire nos eurodéputés. Alors on s'attend là aussi à un taux d'abstention record. Comment vote-t-on? Un petit rappel s'impose. Pas simple ces élections. Le système n'est pas harmonisé. On votera, suivant les pays, du 22 au 25 mai. Mais rassurez-vous, le suspense va rester entier jusqu'au dimanche soir, 25 mai. L'Union, c'est un peu moins de 504 millions d'habitants, environ 388 millions d'électeurs répartis dans 28 pays. Nous allons élire pour 5 ans 751 députés, chiffre désormais intangible, même si d'autres pays viennent rejoindre le club. Le mode du scrutin, c'est la proportionnelle. Plus vous avez d'habitants,
et plus vous avez de députés. Mais il y a une limite pour permettre aux petits États d'être dignement représentés. Ainsi, au deux bouts de l'échelle, vous avez l'Allemagne, avec 96 députés, et puis Malte, l'Estonie, le Luxembourg et Chypre, chacun en a 6. En Allemagne, il y a une circonscription nationale unique. En Italie ou en France, il s'agit de grandes régions. Chez nous, il y en a 8. L'Île-de-France a 15 élus, le Sud-Est 13, Nord-Ouest et Sud-Ouest ont chacun 10 députés, 9 pour l'Ouest, 9 pour l'Est, le Centre 5 élus et enfin l'Outre-mer 3. Soit au total 74 eurodéputés français. Pour qu'un siège soit attribué à une liste, il faut qu'elle obtienne en France 5% des suffrages exprimés. Peuvent voter également, outre bien sûr les Français, les citoyens de l'Union habitant en France et inscrits sur les listes électorales. Enfin, et cela est valable pour l'ensemble de l'Europe, ces élections ne brillent pas par leur succès populaire. Le taux de participation y est très faible et en constante diminution. Alors malgré donc cette participation faible, l'Europe fait des choses. Julien Péat, elle veut l'Europe une croissance, je cite, intelligente, durable et inclusive. Expliquez-nous, ça veut dire quoi ? Alors, c'est de la stratégie qui s'appelle Europe 2020. En fait, l'Union européenne a une stratégie économique depuis l'an 2000, donc sur une période de 10 ans. Donc, l'objectif fixé pour 2020, c'est effectivement d'atteindre une croissance intelligente, c'est-à-dire mettre vraiment le paquet sur l'innovation, notamment des petites et moyennes entreprises. Rechercher une croissance et de l'activité, ça passe aussi par une révolution énergétique. Un objectif 3 x 20 en 2020, c'est plus 20% d'énergie renouvelable, plus 20% d'efficacité énergétique, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis la croissance inclusive, c'est évidemment lutter contre les inégalités qui sont croissantes, lutter contre les gens qui sont en situation d'échec professionnel. Échec professionnel, requalification, et puis il y a aussi une partie éducative de lutte contre le décrochage scolaire. Alors un chiffre important pour la prochaine période, c'est-à-dire 2014-2020, la Franche-Comté va avoir durant 6 ans 700 millions à dépenser, si j'ose dire. Comment ça s'organise pour monter un projet européen ? C'est déjà plusieurs collectivités qui doivent s'associer. Alors aujourd'hui, il y a un changement manifeste pour la programmation 2014-2020, c'est que l'autorité de gestion ne sera plus... Alors, il faut expliquer, c'est plus l'État qui va gérer tout ça, c'est quelqu'un comme Pierre Magnin-Fézeau au Conseil régional. Exact. Ça, on le fera réagir après sur ce point-là. Exactement. Donc il y a des volets régionaux, et puis il reste quand même un certain nombre de volets nationaux. Mais il y a clairement le choix, la stratégie sera du côté de la collectivité régionale. Vous avez accepté ces fonds, cette gestion des fonds européens avec le sourire ou en faisant la grimace ? C'était une demande des régions françaises. Que d'avoir la gestion des fonds européens. L'Alsace avait donc bénéficié d'une expérimentation pour la période précédente. Et donc la demande, elle a été reprise par François Hollande, candidat, et elle a été mise en œuvre donc, alors, par exemple, récemment par le gouvernement. Clairement ce qui vient d'être fait durant le programme des 6 dernières années. On va par exemple parler de l'association d'insertion TRI de Quingé sur un programme d'insertion professionnelle. Elle a reçu, je l'y mets note parce que je ne les connais pas par cœur, 62 000 euros pour un projet de 124 000 euros. Ça, en quoi ça vous paraît emblématique de l'action de l'Europe chez nous en Franche-Comté ? Alors, là, c'est pour insérer des gens qui sont loin de l'emploi. Oui, sur le projet TRI donc, à Quingé, là donc, nous avons un bon exemple de l'engagement de l'Europe sur le terrain au service des citoyens, parce que donc, eh bien, l'activité de TRI, c'est effectivement donc, le travail de gestion des déchets, mais c'est aussi donc, un travail très important d'insertion de personnel en difficulté. Ça correspond à l'intelligence, l'innovation, enfin, le développement durable et l'inclusion. Ça correspond. Alors, un autre chiffre aussi, puis après on fera passer la parole parce qu'on s'intéressera au milieu agricole. Témiscience à Besançon, c'est énorme ce qu'a donné l'Europe, c'est 14 millions sur 34 millions du projet. Ça, on ne le sait pas assez. Ben non, on ne le sait pas assez. Hein. Et c'est vrai donc que c'est une participation financière de l'Union européenne qui est décisive pour la réalisation de ce pôle d'excellence. C'est de l'excellence pour la recherche en micro et nanotechnologie. Voilà. Et faire de Besançon donc un pôle d'excellence. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment des fois que les politiques locaux ils disent pas trop que c'est l'Europe ?
J'ai commencé par cela tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on n'en parlait pas suffisamment. Hein. Et donc, je suis persuadé, effectivement, que nous devons faire des efforts pour mieux faire connaître l'Europe. Un mot, Julien Péa ? Oui, simplement pour rappeler que quand l'Union européenne s'engage sur des projets, quels qu'ils soient, à travers des fonds ou des programmes sectoriels, c'est toujours en cofinancement. Donc il y a un effet levier, l'Union européenne va apporter une partie. Oui, alors ça peut être 10%, 20%, 30%. Jusqu'à 50% voilà. pour les fonds européens. Mais c'est ce qui fait que les collectivités territoriales vont sauter le pas et vont se lancer dans le projet. Sylvain Marmier, encore un chiffre pour donc le développement local, le milieu agricole. La fromagerie de Plane, par exemple, a reçu 52 000 euros sur un projet qui en comptait 143 000. Le développement local agricole, c'est l'un des gros dossier de la Commission, de l'Europe. J'allais dire la Commission. Non, c'est l'Europe. Alors, déjà, c'est un gros dossier parce que historiquement, la Commission européenne avait comme dossier emblématique l'agriculture, puisque c'est le premier et le véritablement seul dossier qui a été traité de manière intégrée au niveau européen. Oui, depuis le début. Depuis le début. Parce qu'il fallait, en sortant de la guerre, il fallait que voilà. les Européens puissent manger à leur faim. Exactement. Et donc, ça a permis la modernisation de l'agriculture et ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, donc, l'agriculture intervient totalement de deux manières pour aller rapidement. D'une manière, avec des soutiens directs aux agriculteurs sur les exploitations agricoles qui étaient au départ donnés en fonction de la production et maintenant qui est donné en fonction du nombre d'hectares que vous avez. Et puis, le deuxième volet, qui est un volet très important, le volet du développement rural, avec la modernisation des exploitations, avec l'installation des jeunes agriculteurs, avec le soutien aux zones de montagne. Vous pensez que les jeunes agriculteurs... J'insiste sur les mesures agro-environnementales, parce qu'il y a tout un volet environnemental qui est extrêmement important dans la PAC. Sans l'Europe, on aura encore moins de jeunes qui s'installeraient en agriculture ? Oui, sans l'Europe et la France. La France fait aussi beaucoup pour son agriculture, mais globalement, d'ailleurs, je vais le dire, mais modestement, on a travaillé plusieurs générations de présidents européens de jeunes agriculteurs pour valoriser l'installation et le soutien des jeunes à l'agriculture. Et c'est depuis cette PAC aujourd'hui, politique agricole commune, voilà, depuis cette politique agricole commune, qu'on a un soutien très clair dans le premier pilier, c'est-à-dire dans les aides directes aux jeunes agriculteurs. Et c'est bien parce qu'on a un vrai souci de renouvellement des générations dans le monde agricole de manière générale en Europe, hein, parce que le pourcentage d'agriculteurs de plus de 65 ans, de plus de 60 ans est bien plus élevé que celui des jeunes de moins de 35 ans. Donc on a un vrai problème de démographie qu'il faut arriver à traiter. Alors nous avons sur ce plateau un exemple en chair et en os du programme Erasmus. Le programme Erasmus, ça sert justement à la mobilité internationale pour les étudiants. Qu'est-ce que ça vous apporte, à vous, Hendrik, d'être à Besançon durant 6 mois ? En fait, ça m'apporte beaucoup de choses à différents niveaux. Voilà, par exemple, de faire connaissance avec les autres manières à la fac pour apprendre, pour enseigner. Ça m'apporte faire connaissance avec la culture française. Mais je crois que peut-être le plus important pour l'Union européenne, pourquoi on dépense si beaucoup d'argent pour Erasmus en futur, c'est que c'est le fait de vraiment créer une identité européenne chez les gens qui vont à l'étranger. Parce qu'on fait connaissance avec des gens de toute l'Europe. Et vous rencontrez quel type de nationalité ici à Besançon ? En fait, toutes les nationalités de l'Union européenne, espagnol, italien, autrichien même. Avec les Autrichiens, vous parlez français ou allemand ? Non, voilà, ça dépend. Des fois, on parle français. Si ça va être trop difficile, on parle allemand. Voilà, encore Suède, de l'Angleterre, de Roumanie, donc aussi des pays de l'Est. C'est qu'encore, je crois, plus intéressant à faire connaissance parce que voilà, il y a encore une autre vue. Un autre regard sur l'Union européenne et voilà, une identité européenne, je crois. Donc il y a la langue, il y a la culture et il y a l'identité européenne. Ouais. C'est ça vous apporte tout ça. Ouais, vous êtes aidé financièrement pour venir quitter Düsseldorf et faire partie des 510 étudiants étrangers actuellement à Besançon et en Franche-Comté. Vous avez des aides financières ? Oui, définitivement. Moi, le programme Erasmus donne des bourses pour qu'on puisse réaliser ce projet-là. Ouais. Julien Péa, vous avez été à l'origine de l'association qui regroupe les étudiants Erasmus avec un petit peu d'expérience et un petit peu de recul. Vous en dites quoi, vous, d'Erasmus ? C'est quoi l'intérêt ? Et pour eux, et j'allais dire, et pour nous ?
Alors l'intérêt, vous avez raison, il est à la fois individuel, il est collectif. Individuel parce qu'au-delà des compétences linguistiques, d'adaptation, etc., de connaissance d'un autre mode de vie, d'un réseau amical, mais qui peut devenir aussi professionnel, c'est une plus-value véritable pour l'Union européenne. Les échanges, la réalité de la libre circulation, ça apporte à tous. J'ai participé au programme Erasmus il y a 10 ans, j'en garde encore évidemment à la fois des souvenirs, mais aussi des traces sur ma manière de vivre, ma manière de penser, ma manière de travailler. Et évidemment, c'est très important, ce sont 3 millions d'étudiants qui ont bénéficié du programme depuis 25 ans. Mais vous en avez gardé des amis ? Oui, bien sûr, français et européens, évidemment. Donc ça marque, moi ça a déterminé mon projet professionnel que j'ai totalement changé en revenant du Royaume-Uni. Si on est sur les aspects, on va dire, pratiques du programme Erasmus, parmi les nouveaux programmes de 2014-2020, c'est quasiment le seul qui est en augmentation budgétaire. Tous les autres budgets européens sont en baisse. Oui, parce qu'il faut un peu serrer les boulons. Compétitivité et cohésion, évidemment, mais il y a très peu de projets, l'innovation, la recherche et Erasmus. On pense en 7 ans atteindre le même niveau d'étudiants que depuis 25 ans, c'est-à-dire avoir 5 millions de bénéficiaires, pas seulement chez les étudiants, chez les apprentis, chez les jeunes diplômés, demandeurs d'emploi. On parle même des lycéens, des apprentis, etc. C'est pas la peine de faire bac plus 3. Tout à fait. La libre circulation et la mobilité doit s'adresser à tous, parce que la réalité, elle est là. On fait des Européens à travers la mobilité. Alors, une question bête, pratique. Ces jeunes qui font Erasmus, est-ce qu'après, professionnellement, ils s'en tirent mieux que les autres ? Il y a des études qui ont été menées, effectivement. L'insertion professionnelle est meilleure parmi les étudiants, les ex-étudiants Erasmus. À la fois, ils s'insèrent mieux, c'est-à-dire au niveau de leur niveau de rémunération et leur niveau de responsabilité, et ils s'insèrent plus vite aussi. Et ils s'insèrent pas nécessairement dans leur région d'origine. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Pierre Magnafiso, vous souhaitiez intervenir ? Oui, sur plusieurs points. Sur Erasmus tout d'abord, pour dire donc que la mobilité internationale des jeunes, c'est une étape dans leur parcours de formation. Et je voudrais rappeler le rôle historique de la région de Franche-Comté qui avait mis en place avec le président Edgar Faure le Tour d'Europe des jeunes. Ensuite, c'est devenu Eurodyssée. Et puis, il y a Erasmus, mais il y a aussi Leonardo, il y a aussi Dynastage. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ceux qui poursuivent leurs études, ça peut être également donc, des jeunes qui vont en stage professionnel dans des entreprises. Et ils peuvent se renseigner aussi bien au conseil régional que chez vous, je suppose, à la Maison de l'Europe. Eh bien sûr, au Conseil régional, parce que là, on retrouve un exemple du partenariat Europe et puis les régions. Parce que le programme de mobilité internationale, donc, il est abondé par des bourses de la région pour faciliter, donc, en 2014, par exemple, le départ de 1400 jeunes franc-comtois. Donc ça, c'est sur le premier point. Le deuxième point, lorsque vous avez dit tout à l'heure que les collectivités se saisissaient de cette manne financière, moi, je voudrais simplement donc rappeler que ce ne sont pas les collectivités qui vont en profiter le plus, ce sont surtout les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur, les laboratoires de recherche, les associations. Mais les collectivités sont là comme leviers et organisateurs. Alors parfois, parfois. Et puis le troisième point, donc l'exemple du partenariat au niveau de l'installation des jeunes agriculteurs. Donc Sylvain Marmier a donc rappelé le rôle de l'Europe, le rôle de la France. On peut rappeler également le rôle de la région, qui a un programme régional d'installation. Et c'est donc la cohérence de ces dispositifs qui fait qu'aujourd'hui, ce dispositif est particulièrement apprécié. Julien Péa. Oui, je voudrais juste donner quelques chiffres sur la période 2007-2013 qui s'achève. Il y a quasiment 600 millions d'euros qui ont été investis à travers les fonds européens, les fonds structurels et d'investissement. En Franche-Comté, c'est même 588. Voilà, 588, on est quasiment à 600 millions. Et puis là, on va être à 700. Donc sur des projets, sur l'innovation, l'aide aux entreprises, c'est 752 projets qui ont bénéficié. On n'en a cité que quelques-uns, mais il y en a des centaines. Quasiment 1000 emplois qui ont été créés, 2000 logements sociaux qui ont été rénovés, et puis sur le Fonds social européen, 209 millions d'euros, 128 000 bénéficiaires pour la Franche-Comté. Quand vous parlez des logements, il y a une chose qui est très importante, c'est l'efficacité énergétique qui est l'un des points forts du programme qui arrive pour les 6 prochaines années. Sylvain Marmier. Oui, je voulais juste rebondir sur l'aspect d'échange des jeunes. J'ai eu l'expérience, vous l'avez dit au départ, de la présidence des jeunes agriculteurs européens, et j'ai eu la chance d'aller visiter les 10 nouveaux pays en 2005 qui nous ont rejoints, d'aller leur expliquer le fonctionnement de l'Europe, d'aller leur expliquer ce qu'était la politique agricole commune. Et j'ai été vraiment marqué par déjà leur intérêt à comprendre comment on fonctionnait dans l'ouest de l'Europe. Là, il y avait un vrai désir d'Europe. Vrai désir d'Europe. Et j'ai été marqué aussi par leur envie d'adhérer à ce fonctionnement démocratique, ce fonctionnement citoyen qu'est l'Europe. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans les manifestations qu'on a vues sur la place Maïdan à Kiev
des jeunes manifester pour ce rêve européen, cette liberté, cette démocratie. Et je me suis retrouvé à ce moment, donc il y a à peu près 10 ans, avec ces jeunes qui rêvaient véritablement de participer avec nous à cette construction européenne. Et je suis malheureux et triste de voir comment aujourd'hui, dans des pays comme Riga, la Lituanie, des organisations européennes, je le dis parce qu'on l'a vécu en Franche-Comté la semaine dernière, président Gérard Magnien d'Energy City, ils ont été obligés de délocaliser une assemblée générale d'Energy City à Bruxelles, tellement il y avait de pression sur l'Est de l'Europe. Ça montre bien ce côté important de la démocratie et de la liberté à s'unir pour essayer de sauver ces aspects-là dont Pierre Magnin-Fezov faisait allusion au départ sur cette nécessité d'Europe. Hendrik, quand vous voyez les événements en Ukraine et des gens qui se battent, dont certains meurent pour devenir européens, pour intégrer l'UE, vous en pensez quoi, vous, en tant que jeune Allemand en 2014 ? Je crois que la situation là-bas, c'est très difficile à juger au moment ici. Mais voilà, comme vous avez dit, ça montre bien que je crois des fois que nous, en Europe, qui sont déjà des Européens, ne se rendent pas toujours compte qu'on a vraiment la chance, en fait, de vivre dans cette région-là. Même qu'il y a beaucoup de problèmes encore, et il y a beaucoup de choses à faire, pas de question, là je vois aussi, mais voilà, on ne se rend pas compte de quoi, je crois, pas assez souvent qu'on est des Européens. Voilà. Surtout qu'en 2014, ce n'est pas une date anodine. C'est 100 ans après 1914. Ouais. Et Julien Péat, vous aussi, quel sentiment vous éprouvez quand vous voyez des Ukrainiens qui se battent pour intégrer l'Europe ? Je crois que ça a été très bien résumé. Finalement, aujourd'hui, le fait d'invoquer la Seconde Guerre mondiale, les conflits centenaires en Europe n'est plus suffisant pour nous, des citoyens des pays membres. Quand vous dites nous, c'est nous jeunes, quoi. Mais je dis nous aussi parce qu'on est Français, nous avons un collègue et un ami allemand ici. Malheureusement, ça ne suffit plus. C'est un argument qui peut porter vers les plus de 70 ans. Peut-être. Les nouvelles générations sont moins sensibles. Exactement. Aujourd'hui, expliquer qu'il faut continuer finalement à se battre et que rien n'est jamais acquis quand il s'agit de paix, de liberté, de démocratie, c'est un message difficile à faire passer aujourd'hui aux jeunes qui ont d'autres préoccupations, et c'est bien légitime, sur l'emploi et sur des côtés peut-être beaucoup plus matériels. Pierre Magnin-Fezov, juste une réflexion par rapport à ça, puisqu'il nous reste quelques secondes avant de clore la première partie. Non, écoutez, donc c'est un sentiment de tristesse tout d'abord, que de voir donc un pays s'entre-déchirer comme cela, et puis ce principe de paix remis en cause. Là, nous pouvons noter une inefficacité de l'Union européenne pour répondre aux attentes. Et c'est pourquoi tout à l'heure nous parlions donc d'une mauvaise image de l'Union européenne. On a évoqué tout à l'heure la libéralisation de certaines politiques, mais je crois que faute d'outils suffisants pour intervenir concrètement sur des lieux de conflit par exemple. Alors merci d'avoir suivi cette première partie. On se retrouve dans quelques instants après le journal de la mi-journée. À tout de suite.